Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Salut Camille. On va pouvoir démarrer notre webinaire ERP CRM, gros sujet aujourd'hui. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Pour ceux qui venez de nous rejoindre, est-ce que vous voulez mettre un petit message dans le chat pour qu'on s'assure que niveau micro, niveau caméra, on soit au top. Super. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, aujourd'hui, on a un sujet qui nous tenait à cœur, qui est le sujet effectivement du CRM et de l'ERP, et notamment potentiellement du lien entre les deux, parce que c'est des sujets qu'on voit de plus en plus chez nous, chez Markentive, et on s'est dit que ce serait intéressant pour une population qui est parfois technique et parfois métier, d'aborder ces deux aspects-là aujourd'hui. Je suis accompagné de Camille. Enchantée. Je vous propose de démarrer. Oui. On a du coup un programme aujourd'hui effectivement qui est chargé. On va essayer d'être synthétique, efficace et de vous donner des bons insights pour être capable d'avancer sur ces sujets-là. Intro effectivement rapide sur le sujet du CRM, de l'ERP. Des cas d'usage aussi, souvent qu'on adresse avec ce type de problématiques et de projets. Quelques tips et métiers techniques pour le prendre dans le bon sens, et puis un peu de takeaways pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Sur la partie effectivement un peu introductive, donc moi, Christian Neff, je suis directeur général du coup de chez Markentive, un peu plus de 10 ans d'expérience dans le déploiement de problématiques de projets type CRM, marketing automation, service client, et on a eu l'occasion d'avoir pas mal de conversations sur les 10 dernières années avec des DSI, avec des directeurs généraux, responsables de vente, responsables marketing qui ont des enjeux CRM, des enjeux ERP, souvent équipés de l'un et de l'autre, ou parfois d'outils qui font un peu les deux. Et on a eu envie de partager aujourd'hui certaines de ces expériences-là pour vous donner des éclairages et puis pour vous donner aussi peut-être des bonnes pratiques sur ces sujets. Et du coup, je suis accompagné de Camille. Enchantée. Donc pour ma part, je suis consultante chez Markentive, consultante à la fois RevOps, donc j'accompagne les équipes marketing, sales et services clients à migrer souvent vers HubSpot, qui est notre outil de cœur au départ. Et je suis également chef de projet technique, donc je me concentre beaucoup sur les sujets justement de synchronisation entre un CRM, HubSpot pour la plupart du temps, et les ERP de nos clients. Donc voilà, je serai là aussi pour vous partager mon expérience sur la gestion de ces projets qu'on a pu avoir ces dernières années. Merci Camille. Et un petit mot sur Markentive, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc on est une équipe aujourd'hui qui est présente dans toute la France. On a un bureau à Paris, un bureau à Bordeaux, un petit bureau à Rouen. Et on a, comme je le disais un peu plus tôt, effectivement une expérience étendue sur ces sujets-là. On est ISO 27001 et Calliope. Team diversifié, effectivement, autant avec des profils plutôt consulting, métier, des profils aussi plutôt techniques. Et retour sur expérience maintenant, un peu plus de 500 clients accompagnés, un peu plus de 250 projets déployés avec des mises en place d'outils type HubSpot, synchronisés avec tout un tas de logiciels de RP, de DataVis. On a pu effectivement apporter une démarche éclairée sur la partie projet, mise en place, documentation, conduite du changement. Ce sont des sujets effectivement qu'on a eu l'occasion de toucher de près et sur lequel aujourd'hui, peut-être le sujet effectivement plus particulièrement ERP, CRM était important. HubSpot, comme tu le montrais effectivement sur la slide, c'est un de nos partenaires privilégiés. On travaille beaucoup avec cet outil-là qui a, pour ceux qui le connaissent peu, quand même une étiquette très outil marketing et très outil petite boîte et qui est quelque chose qui est peut-être en train de changer sur les 2-3 dernières années, parce que c'est un outil où on commence à faire et Camille pourra en parler, des déploiements 100, 200, 300 personnes au sein de ces portails-là, dans des logiques internationales, avec des niveaux de personnalisation assez élevés, des interfaces, comme on en parlera aujourd'hui, OSI type ERP, qui sont de plus en plus élaborées.
Donc, quelque part, un produit qui commence à être un peu une alternative à Salesforce, en tout cas sur des gros projets, ou à Dynamics, qui était peut-être l'outil un peu privilégié sur ce type de problématique-là. Donc, HubSpot est en train d'arriver en force sur ces thématiques-là, avec des déploiements souvent agiles, rapides, et c'est des projets un peu malins et qu'on essaie de gérer de la manière la plus pro possible pour des enjeux qui sont souvent importants dans les grandes organisations qu'on va accompagner. Et on a toutes les credentials effectivement qui vont bien. Je propose d'avancer. Intégration, on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et clientèle effectivement hyper diversifiée aujourd'hui. On va accompagner des industriels, des grands acteurs de l'asset management, de la finance, mais aussi des acteurs un peu plus diversifiés du non-profit ou du B2C, et des acteurs après plus traditionnels, des grands groupes du domaine industriel, éducatif, événementiel ou autre. Alors, on rentre dans le vif du sujet sur le CRM et le ERP. Effectivement, on voulait aussi reprendre, on a un auditoire aujourd'hui qui est assez diversifié. On a des DSI parmi nous, on a des directeurs généraux, on a des gens du marketing ou du commerce. Et finalement, les sujets de type CRM, ERP sont des sujets qu'on voit de plus en plus. Alors, très souvent, il y a un peu d'amalgame entre les deux pour plusieurs raisons. Parce que la limite, elle n'est pas toujours très franche. On a des CRM de plus en plus qui sont un peu utilisés comme des ERP dans certaines organisations. Je pense à des gens qui ont un Salesforce et qui ont fait plein de choses à l'intérieur de type finance, des automatisations, des gestions avancées. Donc, quelque part, ils ont un CRM qui prend en charge des cas d'usage de type ERP. On a aussi des ERP, je pense à SAP ou autres, qui sont des grosses machines ou des outils comme Oracle qui ont parfois une petite brique CRM. Et donc, très souvent, les deux outils ne sont pas hyper satisfaisants. C'est-à-dire que voilà, quand je prends un vrai CRM, les fonctions ERP, elles sont limitantes. Quand je prends un vrai ERP, les fonctions CRM sont parfois un petit peu décevantes ou pas hyper modernes ou pas hyper intuitives. Et quelque part, ça ne répond pas vraiment aux besoins. Et ce qu'on voit, nous, de plus en plus, effectivement, sur les sujets, c'est d'avoir un peu du best of breed là-dessus. Donc, un CRM qui est typé relation client et qui va nous permettre de prendre en charge des enjeux type marketing, donc acquisition, activation, relance, type service client avec la gestion de tickets de NPS, ou type commerce, de pilotage des ventes, pilotage des relances, du suivi, de la relation one-to-one qu'on peut avoir avec des prospects ou des clients, ce que généralement les ERP ne font pas très bien. Et par contre, tout le reste, ils le font très bien, à savoir de la facturation, de la gestion de bons de commande, de la gestion de stock, les logiques de dispatch, de supply chain, de fabrication, et tous les processus métiers qu'on peut imaginer, puisqu'on a quasiment autant de ERP qu'il y a d'industries, et sur chaque industrie, on va avoir 3-4 ERP différents, plus des ERP gros et généralistes. Donc, on a eu l'occasion, nous, de travailler avec nos clients sur des ERP typés industrie, des ERP typés édu, des ERP typés finance, etc., typés immobilier. Donc, ça va vraiment être des logiciels, au sens large, des logiciels métiers, et des CRM qui sont souvent plus généralistes, plus ou moins simples. Des Salesforce, Dynamics sont des outils qu'on va pouvoir customiser très fortement. Des outils plus simples, type Salesy, Pipedrive, qui ont une logique très transactionnelle et de niveau 1. Et puis des outils qui bridgent bien entre les deux, qui ont peut-être la flexibilité des grands et la simplicité des plus petits, type HubSpot. Et on s'est rendu compte, nous, maintenant sur les 3, 4, 5 dernières années, effectivement, que le couple CRM-ERP, c'est vraiment un peu la colonne vertébrale, quelque part, d'un business et d'une expérience client qui est réussie. Et c'est le modèle qu'on voit de plus en plus. Donc, finalement, d'avoir une surcouche type sales, marketing, éventuellement aussi service client, qui est adossé à une vraie data solide et des process métiers qui sont renforcés, qui vivent à travers un outil métier ou un ERP. C'est cette vision-là qu'aujourd'hui on pousse et qu'on rencontre chez nos clients, et qui a plein d'avantages, parce que ça évite effectivement d'aller dans un suréquipement quelque part de l'ERP pour essayer de faire du CRM, mais avec des limites techniques, beaucoup de coûts de développement, etc. Et l'inverse est vrai aussi, à essayer de faire du métier dans du CRM, là où quelque part c'est pas vraiment le rôle du CRM, et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place. Donc voilà un peu
l'état des lieux. Et évidemment, vous allez voir très vite effectivement qu'il y a des cas d'usage et des intérêts à venir connecter les deux. Et on a, avec Camille, effectivement préparé 3-4 exemples de ce qu'on rencontre au quotidien. Ouais, un premier, par exemple, qui est l'un de ceux qu'on rencontre le plus, c'est d'avoir toute la gestion commerciale qui va se faire dans le CRM. Donc, les sales vont travailler dans le CRM, vont avoir leurs comptes, leurs contacts qui vont être créés par diverses sources dans le CRM. Ils vont devoir gérer toute la démarche commerciale, la création d'opportunités et création de devis dans le CRM, puisque souvent, ces outils sont équipés de solutions de devis, de signatures électroniques qui sont très intéressantes à utiliser, mais notamment dans le cadre d'industrie, la création de devis doit se faire en utilisant des produits qui, eux, vont provenir de l'ERP, puisque c'est justement l'ERP qui est en charge de maintenir un catalogue produit, de maintenir des références qui soient bien au clair sur des notions de disponibilité aussi, pour qu'on ne puisse pas vendre des produits qui seraient en rupture pendant une durée longue. Et donc, dans ce cas-là, c'est l'ERP qui va venir, grâce justement à une synchro, venir mettre à jour la bibliothèque produit dans le CRM pour que les commerciaux puissent créer des devis avec les produits qui sont utilisables. Une fois que le devis est créé, qu'il est signé, etc., dans le CRM, on va pouvoir mettre en place une automatisation pour que ça vienne créer directement la commande dans l'ERP, qui sera là aussi le siège de toute la gestion, tout le suivi des commandes, que ce soit de la préparation de la livraison lorsque c'est une question de produits physiques, mais aussi tout le suivi global de la vie de la commande. Et puisque le travail commercial se fait complètement dans le CRM, on va bien entendu chercher à faire revenir les informations de suivi de commande dans le CRM pour que les commerciaux soient au courant, sans avoir à changer d'outil, de comment se déroule le suivi de commande de leurs clients, être en capacité de relancer peu de temps, ou en tout cas dans les mois qui suivent une commande, pour essayer de renouveler le business, etc. Et c'est aussi des informations qui vont être utilisables par le marketing pour des scénarios de nurturing, par exemple, et également par le service client, qui, du coup, dans potentiellement le CRM, qui sera leur outil maître aussi, avoir toutes les informations pour répondre aux demandes entrantes en après-vente. Plusieurs éléments par rapport à ça. Ça illustre assez bien aussi le fait que chaque outil a son rôle, en fait, et très souvent, quand on est dans certains secteurs d'activité, je pense à l'industrie notamment, on a des portefeuilles de produits qui sont complexes, ou des conditions de dispatch, de livraison, qui peuvent être du coup plutôt très spécifiques et portées par l'ERP. Ça permet effectivement de réinjecter aussi de la donnée qui est juste dans le CRM et qui n'est pas forcément à la main du commercial. Donc, quand on a ce type d'interaction-là avec du portefeuille qui est compliqué, ou aussi des commandes qui sont parfois prises directement côté ERP, ça arrive effectivement après des clients qui, une fois qu'ils ont acheté et qu'ils ont contractualisé, ils vont avoir effectivement ces besoins-là. Ouais, c'est exactement ce deuxième cas où là, on va pouvoir avoir, comme le disait Christian, des cas où les commandes vont pouvoir être créées directement dans l'ERP par l'ADV, par exemple, ou via un site web qui serait connecté à l'ERP. Et là encore, pour le suivi commercial après-vente et marketing, il y a beaucoup d'intérêt de faire remonter ces informations, même qu'une petite partie de la donnée, mais en tout cas que cette information de qui a commandé quand et quoi soit disponible dans le CRM. Et ça, on le voit beaucoup, quelle que soit la typologie d'entreprise. D'ailleurs, ce cas cas souvent fréquent dans l'industrie ou par exemple dans le médical, où effectivement on va avoir des commerciaux qui sont des ouvreurs de compte, et puis ensuite derrière les clients vont passer de la commande, il y aura de la récurrence, il y a du réassort, il y a du consommable, ce genre de choses-là. Et typiquement, le client passe pas forcément par le commercial, mais il va envoyer un fax, il va prendre commande en ligne, il va effectivement directement envoyer son bon de commande à la société, c'est saisi par l'ADV, c'est saisi dans l'ERP, et le commercial, il doit animer ses comptes, ou il doit animer ses distributeurs, et il est finalement souvent un petit peu à vue, parce qu'aujourd'hui, il va pas dans l'ERP, ou c'est pas hyper intuitif, ou c'est pas hyper beau, ou alors pour lui faciliter la vie, on lui fait un export mensuel de la GESCOM, et il reçoit un Excel croisé dynamique une fois par mois, et du coup là il sait finalement quel est le score du mois de toutes les commandes qui ont été passées sur son portefeuille de clients. En fait, grâce à ce type d'intégration là,
on se retrouve avec du coup un outil quand même qui est un peu plus dans l'air du temps et des commerciaux qui sont quelque part au jour le jour, à la semaine, capables de suivre les commandes qui ont été passées et de retrouver ça proprement avec des reportings qui sont en ligne avec l'air du temps comparé à la semaine précédente, comparé à l'année d'avant et qui permettent d'être plus proche de certains cas d'usage de type, tiens, un client qui commande tous les mois, qui tout d'un coup ne commande pas, il faudrait peut-être que je le priorise, ça me met une alerte. Ou un client qui commande ça, mais pas ça, tiens, ça me détecte une opportunité assez facilement que je peux aller saisir. Donc, on se retrouve finalement avec une interface CRM très orientée automatisation, alerte, reporting, suivi du quotidien, et vraiment derrière la grande cavalerie de l'ERP qui nous envoie la donnée juste, la donnée de commande, et ça, c'est vraiment un fonctionnement projet qui peut aller assez vite et qui résout très souvent cet effet tunnel où on voit pas grand-chose en fait. Qui est sur le suivi, sur le chemin critique effectivement de la gestion du business au quotidien. Un dernier cas aussi qui arrive très fréquemment et qui a beaucoup d'intérêt, c'est la gestion de la facturation, puisque donc le RP peut être le siège de la gestion de la facturation, collecte de paiement, etc. Et là encore, pour que les commerciaux puissent avoir toutes les informations à leur disposition, l'ERP va pouvoir envoyer les informations liées aux factures qui auraient été émises pour indiquer sur l'opportunité gérée par les commerciaux que ce deal a été facturé. Et dans le cas où la facturation serait en retard, ou en tout cas que le paiement serait en retard, le commercial aurait toutes les informations dans son outil, dans le CRM, pour faire de la relance directe, au-delà des emails automatiques qu'on peut avoir et qui seraient gérés par l'ERP. Là, ça permet de notifier le commercial et que simplement il passe un coup de fil à son client en lui disant qu'il avait vu qu'il y avait un problème avec la facturation, et ça permet de maintenir la relation entre le commercial et ses clients. Et de la même manière, du coup, dès que la facture est payée, on va pouvoir indiquer ça dans le CRM. Et ça sert à tout le monde, que ce soit les commerciaux, mais aussi le service client, si jamais il y a une demande entrante du même client quand il y a un problème avec la facturation. Ça permet au service client d'avoir l'info également, sans avoir à fouiller et sans avoir à changer d'outil. C'est aussi le cas de toutes les forces de vente itinérantes qui vont chez les clients, qui ont besoin à un moment de se dire tiens, profites-en, t'es chez lui, parle-lui de la facture effectivement qui est en suspens. On en a parlé un peu moins ici, mais effectivement après on a tous les cas d'usage CRM au sens service client, donc effectivement de pouvoir voir à quelle commande il y a un incident de livraison, d'erreur de produit. Donc ça permet effectivement de rajouter une couche aussi de collaboration qui est commerce et ADV. Ça, c'est toujours aussi un sujet qui est intéressant. Et pareil pour le marketing, parce qu'à un moment, effectivement, on peut imaginer tout un tas de scénarios de marketing un peu personnalisés sur les clients qui commandent A mais pas B, qui commandent B mais pas C, qui commandent A plus B mais pas C, etc. Ou qui ont commandé X pendant un certain temps et tout d'un coup en commandent moins. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion et comment est-ce qu'on peut quelque part aussi faire ça. Et ça, on s'en rend compte chez pas mal de clients. Il y a des logiques aussi de saisonnalité qui permettent effectivement de pouvoir aligner le marketing et les ventes en direct avec derrière l'outcome commande que ça aura pu avoir. Ouais, pour terminer sur ces exemples, on a aussi d'autres cas, par exemple sur des entreprises type ESN qui vont faire toute la gestion RH de leurs consultants qui vont mettre sur des missions via l'ERP. Auquel cas, là c'est pareil, ça fait cette synchronisation CRM ERP permet de faire un lien entre un deal qui serait gagné et quelles ressources humaines on va mettre sur ces missions. Donc ça, on l'a rencontré aussi à de nombreuses reprises sur ces types d'entreprises, où on a beaucoup aussi de cas d'écoles ou de centres de formation qui ont toute la gestion des formations qui sont dispensées dans leur ERP, qui est en général un ERP spécialisé, et à des fins marketing, vont chercher à faire remonter les informations des stagiaires ou des étudiants dans le CRM pour faire toute la gestion avant l'entrée en formation et après pour la gestion, par exemple, de satisfaction, etc. Donc, en fait, les cas où le besoin de synchro entre un CRM et un ERP sont extrêmement nombreux et toutes les industries peuvent se prêter à ce jeu-là et à ces besoins.
Et ils sont souvent assez custom aussi. C'est vrai qu'ils peuvent dépendre quand même beaucoup des routines et de comment vous fonctionnez. On le verra un peu dans la partie cadrage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une solution simple de se dire, bah, tiens, il faut que ça communique. Mais très souvent, ça a besoin de communiquer d'une manière un petit peu sur mesure par rapport à la manière de fonctionner de l'entreprise. Du coup, pour faire le lien avant de passer complètement dans la technique, je pense que ce qui est hyper important à avoir en tête, c'est il y a pas mal de questions à se poser avant de se lancer et de développer. Et c'est un peu ça qu'on voulait aborder dans cette partie-là. Parce que typiquement, la première chose qu'on fait, nous en tout cas en tant qu'intégrateur et conseil, c'est que d'abord, on va essayer de comprendre et de définir extrêmement clairement qui fait quoi, dans quel outil, pourquoi ils utilisent cet outil, quand est-ce qu'ils le font, quel est le but in fine de ces actions, pour ensuite en définir des usages métiers qui vont reposer éventuellement sur une synchronisation entre les deux. On l'a vu des cas justement métiers juste avant, et définir ces cas-là, c'est extrêmement important et surtout le faire avec le plus de clarté possible. On va se poser la question donc de quels sont les usages, quelles sont les données qui sont nécessaires pour que tous ces usages roulent. Par exemple, si c'est que du marketing, on va pas forcément avoir besoin de faire remonter les informations de facturation. Si c'est que du service client, on va pas forcément avoir besoin de faire remonter le nombre de paiements. Ou, enfin voilà, en tout cas, on va pouvoir choisir quelles informations, et définir quelles sont les informations qui sont absolument nécessaires pour que les usages métiers soient correctement réalisés. Et ça, c'est très important parce que sinon, on peut se dire, tout est disponible, tout est synchronisable, on va tout lancer. En fait, on va se retrouver avec de la donnée inutilisée qui va polluer une base, etc. Donc, il faut vraiment se poser ces questions. Le schéma, souvent, hein, c'est de se dire de quoi on a besoin. Moi, commercial, moi, marketeur, moi, opérateur de service client, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. C'est souvent, effectivement, autour de ça qu'on va autour de ça sur les sujets sur lesquels on va se concentrer, sachant qu'après, techniquement, moins on a synchronisé d'objets, moins on a synchronisé de flux, moins on a synchronisé de propriétés par objet, plus les flux sont simples, plus ils sont aussi faciles à maintenir. Donc, quelque part, le projet de synchronisation efficace, c'est le projet de synchronisation le plus simple qui répond aux besoins. Et donc, on essaie toujours effectivement d'avoir cette vision-là et aussi de confronter peut-être à un moment le souhait ou l'ambition ou à un moment l'idée à la réalité. Parce qu'en fait, on se rend compte très souvent quand on est un pied dans le commerce ou un pied dans la finance, on s'imagine certains cas d'usage, mais on se rend compte qu'en fait, ils peuvent vivre techniquement, mais ils ne peuvent pas vivre à la lumière des process que vous avez. Et typiquement, un cas assez habituel, c'est par exemple le client qui se dit, bon, je vais le CRM, le commercial, il signe son devis, puis derrière, c'est automatique, ça passe côté ERP, la facture, le compte est créé et la facture est envoyée au client. Super, c'est techniquement réalisable, hein, on peut imaginer ça. Hein, c'est le pendant de l'opportunité et la facture. Cependant, très souvent, selon les types de deals ou les types de clients que vous avez, la facturation elle est plus complexe que ça, elle est custom, c'est facturé en 3 fois, ou alors c'est facturé à la fin du projet, ou alors il faut attendre que le client envoie un bon de commande, et ça, typiquement, le commercial, c'est pas lui qui s'en occupe, ou il faut créer le compte client, et là, il y a une vérification de credit score qui se passe avec sirétisation, etc. C'est pas le commercial qui s'en occupe. Donc, quelque part, à un moment, la synchro, elle peut fonctionner, mais elle n'est pas magique et c'est pas elle qui va inventer le SIRET, qui va récupérer le bon de commande, qui va faire tout ça. Donc, c'est pour ça que quelque part, la power map de qu'est-ce qui se passe côté ADV, qu'est-ce qui se passe côté IT, qu'est-ce qui se passe côté sales, peut-être cette synchro-là va réinventer les rôles, mais il faut l'avoir en tête et parfois des schémas qui peuvent avoir l'air simples sur le papier, si on les confronte finalement quelque part à la réalité de vos process, de votre organisation, de vos volumes, soit ils n'ont plus d'intérêt, soit globalement, ils deviennent un peu trop complexes. Et donc, c'est aussi notre rôle dans toutes ces réflexions métiers, de vous conseiller sur, encore une fois, la situation ou le setup qui va créer le maximum de valeur.
Pour juste vous donner un ordre d'idée de ce qu'on produit, nous, pour nous aider à faire justement cette partie de cadrage technique, ce qu'on fait, c'est vraiment des diagrammes de flux qui vont, dans lesquels on va lister tous les outils qui sont utilisés. Donc là, on a ce qui se passe côté client, ce qui se passe dans le CRM, ce qui va se passer dans un ERP et autres outils éventuellement qui seraient liés. Et on va définir extrêmement précisément voilà, quand le client fait ci, il se passe ça dans le CRM, c'est fait manuellement, c'est fait automatiquement. Ensuite, ça doit envoyer telle information à l'ERP, etc. Et on va vraiment définir chacune des actions qui va se poser pour identifier, et pour croiser dans ce même document les besoins métiers et les besoins techniques. Et à partir de ça, ça va vous permettre, vous, en tant que DSI, par exemple, ou en tant que développeur, de bien comprendre comment, techniquement, on va mettre en œuvre cette synchronisation qui répond effectivement aux besoins métiers et qui est intégrée dans l'intégralité des process. Et du coup, ça permet justement de faire le lien avec la technique, où à partir d'un diagramme de flux qui mélange qui part surtout du métier, on va pouvoir se demander qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place comme flux technique pour répondre à ces besoins. Est-ce qu'il y a des ordres à respecter? Par exemple, on va avoir des ERP dans lesquels l'entreprise doit absolument arriver avant les personnes, avant les contacts. Donc ça, il faut bien penser ces ordres-là et ces effets cascades. On va aussi se poser la question de la gestion des doublons, de l'unicité et de la source de vérité des données. Ok, je vais envoyer des informations de contact du CRM vers l'ERP, mais comment je m'assure que ce contact ou ce compte n'existe pas déjà dans l'ERP? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un doublon? Comment je fais pour l'éviter? Qui je notifie s'il y a effectivement un doublon, etc. Et on va ensuite définir aussi des règles de mapping. De quoi j'ai besoin comme données dans mon ERP ou dans mon CRM? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce que mon ERP ou mon CRM m'impose? Est-ce que j'ai la donnée en face, etc. Donc, on va aussi se poser toutes ces questions de données très précisément dans chacun des flux. Et ça, il faut vraiment le définir avant de lancer dans la tech. On le voit aussi souvent, effectivement, les clients se posent la question, tiens, qui est maître? Est-ce que c'est mon ERP? Est-ce que c'est mon CRM? En fait, ça va dépendre de votre config, ça va dépendre des objets, et puis ça va même potentiellement dépendre des champs dont on parle. Parce que typiquement, si on pense dernière commande saisie ou date de la dernière commande, on peut se dire c'est plutôt l'ERP qui a cette info-là. Date de la dernière interaction commerciale, c'est peut-être plutôt le CRM qui a cette info-là. Donc, en fonction des types de champs, en fonction des statuts, en fonction de votre config, de comment vous fonctionnez, la réponse, elle n'est pas forcément toujours la même. Et c'est souvent aussi un momentum intéressant ici pour faire un choc de simplification, à un moment de certaines routines ou de certains sujets où on se rend compte qu'on a parfois des équipes ADV qui sont sous l'eau. On a des fois des projets où on arrive, il y a 10 personnes qui font des choses manuelles, complexes, avec des risques d'erreur, etc. L'intégration, elle peut apporter de la réponse à ça. Et parfois, il faut aussi trouver... prendre des décisions un peu entreprise ou un peu process, de dire tiens, ce type de canal de commande on le fait plus, ou c'est plus au sales de faire ça, maintenant c'est à la DV, ou maintenant c'est au commercial de s'occuper de ça. Donc il y a des nouveaux process en fait qui souvent viennent vivre pour entériner ce fonctionnement et ce couple CRM ERP. Point aussi peut-être d'attention, c'est de bien penser aux exceptions, parce que des fois on raisonne aussi quand même dans les cas généraux. Mais il y a quand même des exceptions et à un moment, une inté ou un process, il doit aussi être capable de gérer de l'exception. Ça peut être manuel, il n'y a pas de problème, mais il faut identifier ces cas-là et qui est alerté, comment c'est suivi et comment on en tient compte finalement de ces 2, 3, 4, 5 exceptions. De temps en temps, le DG aussi récupère une commande en direct avec machin et puis il l'envoie à un tel. Est-ce que ça rentre dans l'inté, dans le process? Est-ce que c'est suivi? Est-ce qu'on en a pris Donc, c'est des petites choses. L'intégration, elle doit marcher en permanence, ou en tout cas, si elle est contournée, ça doit être anticipé pour que ça ait des effets de bord au niveau du système. Et du coup, ça fait aussi le lien avec des points techniques qui peuvent être bloquants, en tout cas qui sont hyper importants à définir dès le départ, notamment la notion de la fréquence d'un point de vue métier. Quelle est la fréquence qui est nécessaire pour répondre à ces besoins? Est-ce que on peut se contenter de faire une synchro une fois ou 2 fois par jour? Ou est-ce que c'est du temps quasi réel qui est absolument nécessaire parce que sinon les gens ne peuvent pas travailler? Typiquement, le cas qu'on peut rencontrer, c'est les contacts et entreprises qui sont créés dans le CRM
opportunité créée dans le CRM, mais devis qui est créé dans l'ERP. Ça arrive comme cas. Si les informations de contact, entreprise, opportunité doivent attendre 3 jours avant d'arriver dans l'ERP, le commercial, pendant 3 jours, ne peut rien faire. Donc ça, c'est hyper important dans ces cas-là d'identifier qu'il va y avoir un blocage là-dessus et qu'il faut penser du temps réel. Si c'est du temps réel, ça va aussi nous amener, on va détricoter cette pelote au fur et à mesure parce que ça va amener d'autres conséquences d'un point de vue technique, et notamment on va se poser la question du volume de données. Combien sont les commerciaux ou les personnes qui vont avoir besoin de cette synchronisation, combien il y a de comptes, de contacts, d'opportunités, de devis qui sont créés chaque jour dans chacun des outils. Est-ce qu'il y a besoin pour ça de gérer un système de queuing où les éléments vont arriver les uns à la suite des autres, et si jamais ça bouchonne, ça va quand même être traité dans l'ordre dans lequel c'est arrivé. On va se poser la question aussi, est-ce qu'il y a des pics d'activité? Typiquement, quand il y a de la saisonnalité, c'est hyper important de prévoir toute l'infrastructure et que la synchronisation soit viable, même dans les jours où il y a le plus d'activité. Et on va toujours penser au-delà, puisqu'il faut penser aussi à la croissance de l'entreprise. Et donc, se dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un pic à 1000, 10 000 commandes par jour. Qu'est-ce que ce sera demain avec nos prévisions de croissance? Et il faut s'assurer que tout tienne dans ce contexte-là aussi. Et ce que mentionnait Christian sur les cas spécifiques, enfin les exceptions, ça va aussi nous pousser, nous, profil technique, à se poser la question de la maintenance. Qui va se charger de la maintenance? Comment on accède aux informations en cas d'erreur? Donc, quel système de logging je mets? Quel monitoring? Est-ce que je dois penser à une retry policy au cas où il y a eu des erreurs? Comment je gère mon versionning ou ma montée en version de la synchro, etc. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut absolument se poser avant de se lancer dans la partie technique. Et du coup, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, que tout a été mis au propre, bien au clair, bien documenté sur les choix qui ont été faits, pourquoi on a choisi de faire comme ci et comme ça, on peut, là, pour le coup, se lancer dans... Peut-être, Camille, pour se donner aussi une idée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. D'un point de vue calendaire aussi, c'est pas non plus, ça prend pas 6 mois. Hein, globalement, c'est l'affaire, effectivement, généralement de peut-être de 2 ateliers, un atelier métier, un atelier technique. En fonction de la complexité, l'ordre de grandeur, on parle en semaines, hein, on ne parle pas en mois de réflexion. Mais le classique, tu me contredis hein, si je me trompe, mais j'ai tendance à dire entre 2 et 3 semaines de réflexion pour vraiment atterrir le processus idéal, le fonctionnement sur la partie. Et si c'est très complexe, peut-être l'ordre de grandeur du mois. Mais voilà, c'est des projets qui restent quand même plutôt agiles en termes de réflexion et qui permettent assez vite de prendre des décisions. Oui, c'est en effet, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. S'il y a énormément de services qui vont nécessiter cette synchronisation, si tout est bien documenté, si on est capable d'identifier les personnes clés qui connaissent exactement comment tout ça, comment tous les process sont faits et qu'on est capable de les mettre autour de la table, ça peut aller en effet assez vite. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger ce temps de réflexion et pendant lequel on va creuser tous les cas limites, etc., avant de se lancer dans la tech. Et du coup, une fois qu'on a vraiment tous ces éléments en tête et qu'on a un premier niveau de cahier des charges qui est défini, on va pouvoir se poser la question de comment je le mets en place vraiment techniquement, comment je vais lancer cette partie-là. Et déjà, la première question qui va se poser, c'est en fait, quelles sont les méthodes d'intégration que j'ai à ma disposition en fonction du CRM et de l'ERP que j'ai en face. On peut avoir, par exemple, des ERP qui ne fonctionnent encore qu'avec des SFTP, dans lesquels on va devoir mettre des fichiers une fois par jour. Si on se rend compte qu'on a des besoins métiers qui nécessitent du temps réel, mais que techniquement, notre ERP n'est pas capable d'absorber ça, là, il va falloir justement rediscuter et voir comment on peut adapter ou trouver des solutions pour y répondre. Mais en tout cas, c'est hyper important de savoir exactement quelles sont les possibilités techniques offertes par les outils. Donc, est-ce qu'elles répondent aux besoins métiers et est-ce qu'elles sont scalables? Donc, c'est-à-dire, est-ce que elles répondent aujourd'hui à mes besoins, mais si mes besoins évoluent, est-ce que ça y répondra toujours? Si mes volumes évoluent, est-ce que ça y répondra toujours? Ça, c'est important à avoir en tête. Et aussi, quels sont leurs coûts? Est-ce qu'il y a des coûts qui sont engendrés par rapport à cette architecture ou infrastructure qu'on va mettre en place? C'est important de l'avoir en tête.
On peut aussi se poser la question des outils qui sont déjà déployés. Si vous avez déjà une vision globale de l'infrastructure qui est en place dans votre entreprise, c'est important de l'avoir en tête et de voir si on peut pas mutualiser des outils qui sont déjà utilisés. Ça, c'est assez important, notamment pour des questions de maintenance, hein, bien sûr. On le voit parfois quand il y a des outils très spécifiques ou très maison où vous avez déjà fait un travail d'intégration avec un data lake, vous avez déjà fait un travail d'intégration avec une BI, plutôt que de retaper en direct sur des endpoints avec des complexités qui sont associées ou d'en recréer des nouveaux, de récupérer effectivement ce travail-là pour venir récupérer les datas et les flux dont on a besoin. Ça peut être une manière, si c'est entre guillemets compatible avec nos enjeux de real time ou de batch, ça peut être des solutions intéressantes pour gagner du temps et diminuer les coûts généraux techniques. On va aussi se poser la question de qui va se charger justement de développer. Est-ce qu'il y a la ressource en interne dans l'entreprise pour développer ces flux ou est-ce qu'il faut l'externaliser? Si on l'externalise, est-ce qu'on est en capacité de donner les accès nécessaires aux partenaires? Comment on peut faire en sorte que que le partenaire puisse s'insérer justement dans une infrastructure déjà en place sans casser ce qui fonctionne déjà. Donc c'est aussi des questions à se poser en termes de timing aussi. L'un et l'autre peuvent avoir leurs avantages et inconvénients. Et au-delà de se poser la question de qui développe, qui maintient. Parce que si vous faites développer en externe, est-ce que vous avez la capacité de maintenir si jamais il y a des évolutions ou est-ce que vous serez aussi dépendant du partenaire pour faire cette maintenance? Ça, c'est assez important de l'identifier dès le début et que ce soit clair pour tout le monde. Et du coup, là aussi, avec la question de l'interne ou l'externe, on va se poser la question de l'exigence sur la sécurité. Quelles sont, moi, en tant qu'entreprise, en tant que DSI, mes demandes mes exigences en termes de sécurité. Comment je m'assure que le partenaire, si c'est externalisé, respecte cette exigence. Comment je m'assure que ma donnée reste sécurisée en tout point et à tout moment de la synchro. Ça, c'est des choses qui sont importantes à se poser pour bien lancer l'intégration. Et d'ailleurs, pour rentrer un peu plus dans le détail sur les types d'inté qui sont à notre disposition, j'ai essayé de lister les grandes méthodes qu'on a à dispo, qu'on rencontre régulièrement pour faire ces synchros entre le CRM et l'ERP. Typiquement, la première qui semble être l'une des plus simples, c'est quand les deux, CRM et ERP, ont tous les deux une API qui est ouverte, bien documentée, sécurisée et qui a un système de gestion soit de webhook qui permet du coup de faire transiter la donnée en temps réel ou en tout cas un système d'automatisation et d'auto-hébergement qui permet de faire en sorte que les deux communiquent directement sans qu'il y ait de middleware, sans qu'il y ait d'infrastructure qui héberge ces flux. On a le cas, par exemple, avec HubSpot, qui est un système de webhook qui permet d'envoyer de la donnée en temps réel depuis HubSpot vers un outil externe. Et si cet outil externe, si cette ERP en face tolère l'entrée de données en temps réel et en direct, alors ça peut être une solution. L'avantage, c'est que c'est hyper léger, hyper rapide à mettre en place. C'est souvent du no-code, low-code en plus dans ces outils-là. Donc c'est assez pratique. Mais ça a aussi l'inconvénient d'avoir potentiellement des limitations, notamment en termes de retraitement de la donnée, peut-être, qui va être nécessaire puisqu'on est obligé d'avoir le bon format de données directement en entrée. Quand ce format-là est un peu trop limité, on peut penser là pour le coup à un autre système qui utiliserait là aussi les API des deux outils, mais via un middleware qu'on viendrait héberger sur un cloud provider, par exemple, comme un AWS dans lequel on va faire tourner des lambdas, ou sur Azure où on va utiliser le système d'Azure Functions. Ça a le grand avantage de nous permettre une liberté quasi totale, puisque on peut
peut à la fois utiliser, ça peut être du temps quasi réel aussi dans ces cas-là. C'est hyper scalable, c'est hyper flexible. On peut héberger du code qui va venir transformer, concaténer, agréger la donnée d'un outil, la renvoyer exactement dans le format que va attendre l'outil en face. Ça nous permet d'avoir justement une gestion des erreurs qui sera assez poussée via tous les outils. Pour illustrer ce point-là, très souvent, ce qui peut se passer, c'est qu'on parle de retraitement c'est que parfois, si je me mets dans l'écosystème ERP et que je regarde de l'autre côté mon système CRM, le mirroring finalement des objets et pas forcément de un pour un. Je pense que côté ERP, parfois, on a facture, commande, projet, tout ça, c'est 4, 5, 6 objets différents, alors que côté CRM, peut-être que c'est l'opportunité avec un statut gagné, en fait. Et à un moment, cette correspondance-là, de la faire vivre dans le temps en se disant, bah, tiens, le changement d'objet côté ERP, finalement, c'est un changement de statut sur le même objet côté CRM, qui n'est pas inhabituel comme cas. Hein. C'est un des exemples où, globalement, avoir un peu plus les coups des franches sur... et un peu plus de flexibilité et de customisation, ça répond beaucoup mieux aux besoins que de venir finalement créer 5 objets custom côté CRM pour refléter les 5 objets que j'aurais côté ERP, ce qui là est complètement overkill, pas utile, compliqué et pas adapté. Exactement. Donc ouais, ça, la partie, l'hébergement d'un connecteur, d'un middleware sur ce type d'outil permet justement toute cette liberté. Aussi, on a régulièrement le besoin dans le CRM d'avoir le nombre de factures créées, le nombre de factures en retard, donc une donnée agrégée. Et cette agrégation ne peut pas forcément être faite directement dans l'ERP pour l'envoyer au CRM. Et donc, ces middleware vont permettre de faire justement cette agrégation et d'envoyer la donnée telle qu'elle est nécessaire en face. L'inconvénient de ça, c'est que du coup, là pour le coup, en termes de maintenance et de déploiement, ça nécessite d'avoir des équipes techniques qui maîtrisent ces outils, qui a une question de sécurité et d'infrastructure qui est à gérer et qui est à intégrer dans le reste du SI de l'entreprise. Mais sinon, ça reste une solution qui est extrêmement puissante. Pour nos clients qui ont, pour le coup, des besoins peut-être un petit peu plus légers et qui n'ont pas la maîtrise complète de la chaîne SI en interne, on va pouvoir utiliser des outils de type iPaaS comme Power Automate, comme Make, en plus simple, Make, Zapier ou OIC chez Oracle, qui permettent de faire du no-code ou low-code et qui permettent quand même de gérer des flux pour certains de ces outils qui peuvent être assez complexes également. Et ça a l'avantage d'être assez visuel. Ça nécessite des compétences assez particulières. Tous les développeurs ne maîtrisent pas les outils en no-code, low-code, mais en tout cas, c'est des outils qui peuvent être intéressants pour des boîtes de taille intermédiaire et qui n'ont pas forcément la volonté d'avoir un SI trop complexe. Et ces outils ont quand même l'intérêt d'avoir un suivi du login, un système en général de queuing qui est assez qui est intégré et qui permet de gérer aussi plein d'autres flux par ailleurs que juste cette synchro ERP CRM. Donc c'est pas des outils qui sont à négliger même dans le cas de synchronisation un peu plus complexe. On peut avoir, bien entendu, si vous en avez un, enfin si vous êtes déjà équipé, mettre en place un ETL qui va venir voilà, extraire de la donnée, la transformer comme il faut et la recharger dans l'outil en face. Ça peut fonctionner. Enfin, l'avantage des ETL en général, c'est que ça fonctionne pour des très gros volumes et c'est très fiable. Mais ça, la plupart du temps, ça va pas fonctionner en temps réel, ce qui est à avoir en tête évidemment. Et pour terminer, la solution dont je parlais au départ, qui était via des fichiers en batch par SFTP, on a encore des ERP qui fonctionnent comme ça ou qui n'exposent pas d'API pour des raisons de sécurité, auquel cas on est limité là pour le coup dans les usages métiers, mais c'est encore des cas qui fonctionnent. Et un dernier cas qu'on rencontre de plus en plus, qui est l'usage de connecteurs natifs. Et c'est le cas, par exemple, avec HubSpot, qui propose un connecteur natif avec Business Central, par exemple, ou avec Odoo, qui est un autre ERP qu'on va utiliser, qu'on voit de plus en plus. C'est pour le coup là extrêmement rapide à mettre en place.
C'est en quelques clics, hein, c'est du clic-bouton, donc c'est vraiment très, très facile à mettre en place. C'est hyper léger, il y a très peu de besoins de maintenance. Là, pour le coup, ça gère aussi en général son propre système de queuing et d'alerting. Par contre, il est vrai qu'on l'utilise encore assez peu dans la vraie vie parce que c'est finalement assez peu flexible. On est contraint par les usages qui sont définis par ce connecteur. Et si on doit s'en écarter un tout petit peu, ou par exemple juste une donnée qui n'est pas tolérée par le connecteur, du coup, notre usage tombe complètement. Donc, c'est quand même une solution à envisager, mais avoir bien en tête avant de se lancer d'utiliser ça. Il y a un cas, moi, qui m'intéresse et que j'utilise dans le cas, par exemple, du connecteur entre HubSpot et Business Central. C'est la gestion des produits. Typiquement, on en parlait tout à l'heure. Le fait en fait, ce connecteur permet très facilement de faire remonter les produits de BC vers HubSpot. Une fois par jour, et ça suffit largement. Et ça permet de s'affranchir éventuellement d'un niveau de complexité qu'on pourrait éviter d'avoir dans un autre, dans le connecteur. Donc ça peut vivre en parallèle, mais souvent on rencontre quand même des limitations pour que ça puisse gérer l'intégralité de. De temps en temps, on a des clients aussi qui sont inquiets du fait d'avoir des ERP un peu métiers, un peu anciens, ou des solutions maison qui sont on-premise. Ça, c'est pas forcément problématique, c'est pas parce que c'est on-premise que c'est impossible de connecter. Hein. On trouve effectivement des solutions. Tu parlais des fichiers, ou à un moment, il y a des choses qu'on peut aller apaiser. C'est envisageable. Hein. C'est pas parce qu'on est en on-prem que globalement tout espoir est perdu. Ça, parfois, c'est vrai des croyances que je rencontre de temps en temps sur les échanges. Pareil, si vous n'avez pas de connecteur natif qui est disponible, c'est pas une mauvaise nouvelle dans le sens où globalement 80% des sujets qu'on traite, on n'utilise pas ça. C'est plutôt un peu des arguments marketing des uns et des autres pour dire choisissez mon ERP, choisissez mon CRM, parce que voilà, j'ai des connecteurs natifs avec X, Y, Z. Mais une fois qu'on est dans le dur de ces sujets-là, très souvent, ça répond pas aux besoins. Donc, c'est là où il faut vraiment être au clair sur ce que vous voulez faire, votre sujet. Il y a aussi un autre type d'intégration, on en parle un peu moins, mais tout ce qui est après type UiPath, on peut faire des fausses intégrations j'oublie le terme, Camille. Il y a du RPA, c'est la reconnaissance. Effectivement, simuler quelque part des saisies humaines par un robot qui dit bah tiens, nouvelle ligne de commande, tu me prends ce numéro-là, tu me le mets là, tu prends ce numéro-là, tu me le mets là, tu mets le montant, tu le ressaisis. Donc ça, c'est quelque part, c'est une fausse intégration, parce qu'il n'y a pas de flux API, mais il y a un robot qui, quelque part, fait ce que fait peut-être un ADV chez vous. Et ça, c'est quand même c'est intéressant, c'est robuste, ça fonctionne bien, et c'est quelque part une simili-intégration, mais qui nous donne aussi cette flexibilité-là. Donc, et après, notre rôle est aussi de vous conseiller sur le meilleur sujet et de pouvoir vous permettre d'avoir quelque chose qui est facile à maintenir et qui va répondre aux besoins. Tout à fait. Une fois qu'on a défini l'architecture, l'infrastructure qu'on va mettre en place pour héberger ce connecteur, il va falloir se poser la question de la gestion des erreurs, puisque la plupart du temps, les erreurs ne sont pas visibles par les utilisateurs finaux, et du coup, elles peuvent passer inaperçues, et les utilisateurs finaux peuvent ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas, alors que ça va être une limite de caractère qui a été franchie ou des choses comme ça. Donc des erreurs qui sont non critiques, mais qui en fait peuvent bloquer. Et du coup, il est hyper important de penser ces cas-là en amont et de mettre en place tout un système de login, de monitoring, d'alerting pour les gérer. Il y a plein de solutions de login qui sont disponibles selon ce que vous avez, ce que vous avez dans votre infrastructure actuelle. Mais il y a un truc qu'on met en place qui est assez simple, un peu bête, mais qui en fait fonctionne très bien. C'est tout simplement mettre en place des channels sur Slack, sur Teams, qui vont héberger des logs en cas d'erreur, et du coup qui vont venir alerter les utilisateurs en disant il y a eu une erreur avec donc le log et les informations complètes dans ce message, et qui vont permettre aux utilisateurs d'être alertés en temps réel et de savoir quelle est l'action qui est à mettre en place, ou si ça n'est pas les utilisateurs finaux, qu'on puisse identifier et que ça s'adresse à la personne qui sera en charge de gérer ces erreurs. Ce système est très bien quand il se passe une erreur en temps réel, mais il faut aussi prévoir le cas
ou par exemple la synchro est complètement coupée parce qu'il y a une API qui est plus disponible, il y a une machine qui a été déconnectée du réseau ou autre, il va rien se passer pendant plusieurs heures. Il faut aussi prévoir un système qui va venir monitorer ce cas-là et alerter. Je n'ai rien vu passer depuis 2 heures. Allez vérifier si c'est normal. Et ça, c'est aussi le genre de choses à mettre en place. Je vous ai mis un exemple de ce qu'on a pu, d'ailleurs, à ce titre, mettre en place pour un de nos clients qui va venir justement, grâce à Azure et à des Azure Functions, venir faire du monitoring, vérifier pourquoi les fichiers ne sont pas arrivés au bon moment ou alerter quand l'import dans HubSpot a échoué, par exemple, et mettre en place tout ça via de l'alerting sur Teams. Donc, on va combiner un système avec le monitoring et la gestion dans Azure directement et un canal Teams qui va permettre aux utilisateurs d'être au courant de ce qui se passe. Donc, voilà, pour votre information. Et bien entendu, qui dit gestion d'erreur, il faut aussi, dit aussi gestion des cas imprévisibles qu'il faut prévoir, en fait. Et donc ça, pendant le cadrage, on va aussi se poser cette question. Qu'est-ce qui se passe quand quand une API est pas dispo, quand il y a une donnée qui justement est mal formatée, l'adresse qui fait 51 caractères au lieu de 50, est-ce qu'on peut pas l'anticiper en amont pour empêcher la saisie dans l'outil de départ? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui se passe s'il y a une dépendance métier qui est pas satisfaite? J'ai créé dans mon CRM une opportunité et l'entreprise n'est pas complète. Qu'est-ce qui va se passer si le RP reçoit ça? Et du coup, comment on gère ces différents cas? Comment on gère les retries? Comment on va gérer justement le login, etc. Et après, les cas les plus fréquents sont aussi parfois liés à des défauts de gouvernance dans l'organisation, parce que tiens, on a quelqu'un côté marketing qui se dit tiens, cette propriété-là, ça m'intéresse pas, je la dégage. En pensant la dégager d'un formulaire, entre guillemets, elle a été dégagée de tout le truc, mais c'est une condition, par exemple, obligatoire de rentrer dans le RP. Bah, du coup, quelque part, le stagiaire marketing a planté toute la synchro, parce que ça, c'est un exemple caricatural, mais c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Vous avez un nouveau produit qui a été créé côté ERP, bah tiens, mais voilà, vous n'avez pas respecté le process de création du produit côté CRM. Du coup, dès que ce produit-là se retrouve côté CRM, bah, ça marche pas. Donc, on a des cas comme ça qui sont jamais. Ça suit souvent le chemin de la logique. C'est qu'en fait, il y a un manquement humain ou de process qui fait que, tiens, d'où l'importance de ce monitoring et de cet alerting pour pas s'en rendre compte 2 ou 3 mois après et que ça a eu des conséquences soit client, soit business qui vont avec, quoi. Exactement. Et d'où l'intérêt aussi de se poser la question et d'envisager ces cas très tôt, parce qu'il y a peut-être des solutions qu'on peut mettre en place dans l'un et l'autre de ces outils pour empêcher ces cas-là d'arriver, ce qui est quand même le mieux. Donc, il faut bien entendu se poser ces questions, avoir toutes ces limitations en tête et les anticiper au plus tôt, ou être en capacité de détecter très vite s'il y a une de ces erreurs de ce type qui se produit. Une fois que du coup vous avez pu développer tout ça, juste quelques rappels rapides sur le déploiement. Mais l'idée, c'est de faire plutôt des petits flux bien maîtrisés qu'on va venir développer et publier et déployer les uns après les autres. On va pouvoir très facilement tester. Plutôt que ce que j'ai noté comme un Big Bang intégral où d'un coup on va tout changer. L'intérêt, c'est que il faut commencer par ces petits flux qui sont structurants. Typiquement, la synchronisation des comptes, des contacts qui vont être nécessaires pour la création des opportunités ou de la facturation. Si déjà ça ne fonctionne pas ou ne respecte pas les process métiers, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, posez-vous ces questions et surtout testez très tôt ces petits cas-là. Faites participer les utilisateurs finaux dans le test de ces cas-là, parce qu'il y a peut-être des cas qui n'ont pas été correctement exprimés pendant la phase de cadrage et que vous allez découvrir en voyant les utilisateurs se saisir de cette synchro. Donc, testez très rapidement, et pour ça, n'hésitez pas à rédiger un cahier de recettes. Nous, on le fait de plus en plus. L'idée, c'est de lister tous les cas qui peuvent arriver et comment la synchro, comment le connecteur est censé se comporter, quel est le résultat qui doit arriver en face. Ça permet aux utilisateurs métiers
d'avoir une liste des cas à tester et de s'assurer que tout est conforme. Je vous ai mis un exemple, là pour le coup, très simpliste de quelques cas qu'on avait pu identifier dans le cadre d'une synchronisation entre HubSpot et Business Central, où voilà, on a pu lister les différents cas, voir ce qui est attendu dans HubSpot, ce qui est attendu dans Business Central, est-ce que c'est conforme, est-ce que c'est pas conforme, qui doit corriger, etc. Donc ça peut aussi aider dans le déploiement. Ouais, on va conclure très rapidement parce qu'il est déjà quasiment midi. Merci en tout cas pour être avec nous avant le déjeuner. Juste quelques résumés effectivement sur la partie des facteurs clés de succès, que c'est toujours effectivement clé, comme on l'a vu, effectivement la vraie réponse elle n'est pas que technique ou elle n'est pas que métier. À un moment c'est vraiment d'être bon sur les deux sujets qui va vous permettre de réussir ce projet d'intégration et d'avoir quelque part un CRM et un ERP qui délivrent à leur plus haut potentiel. Donc, ayez toujours en tête effectivement le qui fait quoi, le pourquoi on le fait, de quoi j'ai besoin pour travailler, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de voir et quelque part, quel est le chemin le plus direct, le plus rapide, le plus simple qui nous permet de répondre à ces besoins-là. Et après, toujours des bonnes pratiques IT que vous connaissez très certainement, effectivement, de toujours bien documenter et de surveiller ces flux aussi post-déploiement. Tout à fait. Ce qui est aussi hyper important dans ces projets-là, et ça a pu être des raisons d'échec dans certains cas, c'est la collaboration hyper étroite entre les équipes métiers et l'IT. Il faut que ces deux mondes se parlent. C'est hyper important que vous essayez, que l'IT essaye de comprendre au mieux comment les équipes métiers fonctionnent et que les équipes métiers fassent l'effort de bien expliquer tous les cas, d'essayer de penser à tous les cas qu'ils rencontrent pour s'assurer, parce que un petit mot, un petit élément va pouvoir faire tilter l'IT sur une limite qu'on va pouvoir rencontrer et qu'il va falloir contourner, etc. Donc c'est hyper important que tout le monde se réunisse autour de la même table, discute et fasse l'effort de comprendre le langage de l'un et de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir, si vous le pouvez, un chef de projet, un ou une chef de projet qui soit capable de parler le langage de ces différentes équipes et de faire en sorte que chacun se comprenne. Et c'est ça, nous aussi, qu'on essaye de prendre comme rôle dans le cadre où on accompagne nos clients, c'est justement faire ce traducteur entre l'IT et les équipes métiers. Et bien entendu, dans ce contexte-là, le DSI, ou la DSI, ou en tout cas la DSI en tant qu'équipe, va être hyper importante à bien intégrer, et que vous soyez à la fois sponsor de ce projet, ça doit être, vous devez être moteur là-dedans. Et si la DSI freine sur le sujet d'intégration, ça va poser des problèmes. Donc c'est hyper important que la DSI soit impliquée dans le lancement de ces projets-là, et notamment pour gérer toute la cohérence. Il faut que ces intégrations soient cohérentes et menées au mieux possible. Christian donnait l'exemple tout à l'heure de si j'ai déjà un data lake qui récolte l'intégralité de mes informations en quasi temps réel, est-ce que finalement je peux pas aller me brancher directement à ça, et ça va être ça aussi le choix d'arbitrage qui va vous revenir. Arbitrer les différentes solutions qu'on va pouvoir proposer s'il y en a plusieurs, choisir laquelle est la mieux en termes de cohérence, en termes de coût, en termes de maintenance, etc. Ce qui va vous permettre du coup d'avoir un SI qui sera robuste, qui sera fiable, qui sera scalable, et dans lequel chacun trouvera sa place et qui répondra à tous les besoins métiers. Et un dernier point qu'il faut absolument pas négliger, c'est que le responsable du SI, si jamais c'est développé et maintenu en interne, prévoit le temps de ses équipes pour le développement et aussi pour la maintenance. Il faut absolument que ce soit anticipé dès le départ, puisqu'on se retrouve de temps en temps avec des équipes SI qui sont surstaffées et qui ont des synchros qui sont importantes, mais personne pour les maintenir et personne dispo pour les faire évoluer. Du coup, ça peut créer de la tension, et ça, c'est un point à envisager et mettre en place dès le départ. Voilà pour ce qu'on avait à évoquer sur ces différents sujets. J'espère que c'était clair pour vous, que vous avez trouvé des réponses, ou en tout cas que ça vous aura aidé à vous poser les bonnes questions avant de vous lancer dans ces synchros-là. Christian, si tu veux faire un petit...
un petit mot pour terminer. Ouais, bien sûr. Bah, écoutez, effectivement, merci. Et on avait une question effectivement sur les types d'intégration qu'on a pu faire. Effectivement, tout est faisable. Hein. Effectivement, que vous ayez du SAP, que vous ayez du Oracle, que vous ayez d'autres solutions, venir connecter ça à du Salesforce, connecter ça à du HubSpot CRM, c'est presque de la commodité, hein, techniquement parlant. C'est rien de très compliqué. Le vrai sujet, c'est souvent, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'on connecte, pourquoi on connecte, qui s'en occupe, qui le maintient. Et c'est vrai que c'est important d'avoir déjà aussi quelque part une gestion ERP qui est saine, parce que c'est pas toujours le cas. Des fois, on a des ERP où c'est déjà un petit peu compliqué en termes de process, des données, des comptes en doublon. Et fatalement, ce qu'on aura en aval comme challenge d'intégration, ça va aussi être quelque part dans la traînée de poudre de tout ce qu'on a déjà comme écueil côté ERP. Donc, pour le voir aujourd'hui dans nos projets, dans nos conversations, on a beaucoup de sujets où c'est un peu concomitant, où il y a des réflexions, bah tiens, on va changer de RP, il y a des réflexions où on va changer de CRM. C'est vrai qu'il y a un lien fort entre les deux. Donc, typiquement, si vous avez pas grand-chose, bah, le RP, c'est quand même la base. Hein, c'est plus important, c'est plus long, c'est plus cher, c'est plus complexe. Donc, le RP, c'est toujours important que nous, quand on intervienne sur des logiques de CRM, qu'on puisse avoir quelque part quelque chose de stabilisé côté ERP, c'est souhaitable, parce que voilà, c'est vraiment quand même le dur côté intégration. Et au niveau de tout ce qui est CRM, on peut aller assez vite, effectivement, avec des solutions de type HubSpot CRM aujourd'hui. C'est assez flexible. On peut traiter des use cases, sales, marketing, service client, déjà au sein du même environnement. Ça évite de faire un projet service, un projet marketing, un projet sales, de manière séparée avec tout ce que ça implique. On peut venir tacler ces trois use cases, ces trois familles de sujets avec la même solution. C'est toujours appréciable. Et après, en termes de config, de customisation, ces projets, effectivement, très souvent, 3 à 6 mois, on arrive à sortir des parts arrêtées, une solution qui est configurée avec une intégration type ERP, avec une équipe onboardée, de la data chargée, loadée, des process documentés, une équipe formée. Donc, c'est des projets qui sont assez malins et qui, si on les compare peut-être à des sujets type ERP, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur d'investissement ou de timeline. Donc, effectivement, on a pu voir le sujet sous toutes ses formes et sous toutes ses dimensions. Et pour ceux que ça intéresse d'en reparler, avec plaisir pour en discuter dans les prochaines semaines. Et sur ce, nous reste à vous souhaiter une bonne journée. Merci pour votre présence et puis un bon appétit. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.